Est-ce que je vais faire faillite? Papa, oh. C'est un peu la réaction que j'ai eue quand j'ai vu mon renouvellement d'hypothèque. J'ai actuellement un bâtiment pour lequel l'hypothèque passe de 2% à pratiquement 8%. Est-ce que c'est inquiétant? Oui. Est-ce que c'est le nouveau standard? Oui. Mais surtout, comment est-ce qu'on passe à travers ce genre d'événements? Dans ces vidéos, je te partage un peu mon expérience par rapport à cette hypothèque qui a carrément explosé et comment je me prépare à passer à travers un peu finalement cette crise que je vais connaître, mais aussi que vont connaître beaucoup d'investisseurs en immobilier. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur en immobilier, je suis originaire du Bénin, je vis au Canada. Et sur cette chaîne, je te parle beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, mais aussi de mindset, parce que je pense que ce sont ces trois éléments qui vont nous permettre de prospérer financièrement afin de pouvoir vraiment réaliser nos rêves. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite vraiment à t'abonner, à activer les notifications et à être informé dès que je produis du nouveau contenu, comme celui d'aujourd'hui dans lequel je vais te parler un peu de ce qui m'est arrivé. Donc je te parle un peu du contexte, pourquoi est-ce que j'ai mon hypothèque qui explose, et ensuite comment je prévois de faire pour passer à travers, parce qu'effectivement ça va être challenging, mais je pense qu'il y a toujours des solutions, toute une question de mindset. Ma stratégie quand j'achète des bâtiments, c'est toujours d'acheter des bâtiments qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de travaux, afin de pouvoir justement faire ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, pouvoir rénover, améliorer, puis pour créer un nouveau produit. Et donc c'est ce que j'ai fait avec ce bâtiment-là. C'est un bâtiment de 11 logements que j'ai acheté dans la ville de Sherbrooke. J'ai d'ailleurs une autre vidéo dessus dans laquelle je te parle vraiment de tous les chiffres et de comment ça se passe. Si tu veux en savoir d'ailleurs un peu plus sur l'investissement immobilier, je suis vraiment resté jusqu'à la fin. Je vais te partager quelque chose qui, à mon sens, va littéralement changer la manière dont tu approches le marché et qui va te faire réaliser que les taux soient élevés ou bas, il y a toujours une façon de travailler pour pouvoir s'en sortir et générer des revenus additionnels. Donc, c'est un bâtiment qu'on a acheté il y a à peu près 12 mois. Puis moi, ma stratégie est toujours d'ajouter de la valeur. Je veux vraiment prendre un bâtiment, le transformer, puis créer quelque chose de différent. Et à l'époque, on avait un taux, je pense, de 1,95 ou en tout cas, on était en dessous de 2, ce qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle de l'argent vraiment pas cher. Pourquoi je fais ça? C'est que j'aime souvent transformer, faire des rénovations. Je prends toujours un taux sur une durée qui est courte, en général 1 an, au maximum 2 ans. Ou si je prends sur une durée qui est plus longue, à ce moment-là, c'est toujours du variable. Pourquoi? Parce que ma stratégie est toujours de me dire que je vais pouvoir refinancer le bâtiment. Je vais pouvoir retourner à la banque et reprendre une nouvelle hypothèque avec un nouveau taux. Ce qui veut donc dire que je dois casser l'ancienne. Et donc, pour minimiser mes pénalités, je vais toujours vers du variable. Et là, je te vois déjà venir. Tu vas dire, mais Uriel, comment tu peux faire ça? Tout le monde savait que les taux allaient augmenter. Chut, non. Personne pensait qu'ils allaient. On savait qu'ils allaient augmenter. On savait qu'on n'allait pas rester à 2 indéfiniment. Mais je pense que personne n'a anticipé l'augmentation aussi violente qu'on a eue. Tu dois voir à l'écran une courbe qui montre vraiment comment est-ce que l'augmentation elle est comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça one shot. Pour la petite histoire, ma femme, sur ma résidence personnelle, je suis aussi sur du variable et c'est toujours un débat entre ma femme et moi. Est-ce qu'on va aller sur du variable ou du fixe? Elle a une approche un peu plus conservatrice. Elle voudrait avoir du fixe pour avoir une paix d'esprit. C'est sûr que quand je vois le taux que j'ai aujourd'hui, ça fait réfléchir. Mais effectivement, sur le long terme, le variable a toujours été plus intéressant. Ce que je fais là, ce n'est pas un conseil financier. Je te partage ce que moi je fais personnellement. Libre à toi de prendre ta décision basée sur tes propres éléments. Très important, petit disclaimer. Donc, je prends toujours sur une durée courte parce que je vais pouvoir retourner à la banque dès que mes travaux sont terminés. Et c'est là que j'ai eu un challenge. Donc, dans ma tête à moi, je vais refinancer autour du mois de septembre de l'année d'après. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. On a déjà eu des retards au niveau des travaux, pénurie de main-d'œuvre. C'était très dur de trouver un contracteur qui pouvait vraiment faire les travaux dans les temps. Ils avaient aussi en général plusieurs chantiers en parallèle parce que à ce moment, il y avait énormément de demandes sur le marché. Ce qu'il faut voir, c'est que quand les taux sont bas, ça veut dire que l'argent n'est pas cher. L'argent, c'est rien, ça n'existe pas. Tout ce que c'est de la valeur contre un coût. Et quand les taux d'emprunt sont bas, ben, ça veut dire que tout le monde a accès à de l'argent à des coûts qui sont bas. Et donc, tout le monde emprunte. Et ce qui fait que tout le monde fait des rénovations, ou que tout le monde construit en parallèle. Et donc, on a eu beaucoup de mal à avoir un contracteur. Ben, on en a eu un, mais il n'était pas toujours disponible, ou ça n'a pas avancé comme on voulait. Puis il y a aussi eu le Covid à un moment qui est entré dans la game, donc il y en a qui ne travaillaient pas, qui étaient malades. Les travaux ont vraiment pris du retard. Et là où ça fait mal, c'est qu'on a fini finalement fin septembre, octobre, lancé le refinancement, donc il est actuellement en cours. On a fini plus tard, mais surtout, on a vu comme ça passer devant nos yeux toutes les augmentations de taux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le nouveau taux qui m'a été proposé il y a quelques jours par l'institution bancaire avec laquelle je fais affaire est de, tiens-toi bien, 7,7%. On est pratiquement à 8%. C'est pratiquement une marge de crédit. En gros, c'est comme si je payais mon bâtiment de... On parle d'une dette de plus de... C'est un bâtiment, on l'a acheté à 1,2 million. On a mis 500 000 de mise de fonds, donc on a à peu près 700 000 de dette. 700 000,
Imagine 700 000 sur une carte de crédit à 18%. Bon, on n'est pas à 18, on est encore pratiquement à 8, mais ça fait mal pareil. En gros, tout ce que tu payes, c'est de l'intérêt qui va à la banque. C'est comme si tout ton cash flow, tout ce qui est généré, tous tes locataires, ils ne travaillent plus pour toi, ils travaillent pour la banque. Ouch! Mais tu vois, c'est là où je pense qu'il faut des fois prendre un peu un step back. Et tu es peut-être actuellement à un stade où est-ce que tu es inquiet parce que tu vois tes taxes qui ont augmenté. Surtout si tu habites à Montréal, tu as dû voir ta nouvelle évaluation municipale qui est très haute. C'est bon pour la valeur de revente, mais c'est mauvais pour les taxes. Tu as dû aussi avoir tout ce qui est énergie qui a augmenté. Tu as dû avoir tout ce qui est donc énergie, électricité, chauffage. Tu as dû avoir tes assurances. Il y a carrément des assureurs aujourd'hui qui sont sortis du marché nord-américain parce qu'ils trouvent que ce n'est pas rentable. Et donc tu vois tous ces coûts qui augmentent. Et bien sûr, à côté, tu as la régie du logement qui dit « Oh, touchez pas à nos locataires ». Tu vois tout ça qui augmente. Puis c'est là qu'il faut garder un peu un sang-froid en se disant « Ok, ce qui arrive, ça arrive pas seulement à moi, ça arrive à tout le monde ». Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, c'est refaire tes calculs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai refait mes calculs, validé que mon cash flow était toujours là, que mon cash flow pouvait encaisser cette hausse de dépenses. Premier point. Derrière, deux choses que tu dois faire, c'est est-ce que je suis en mesure d'augmenter mes revenus? Et puis la manière de le faire, pourquoi tu veux faire ça? C'est parce que tu veux pouvoir couvrir cette nouvelle dépense qui est finalement ton paiement hypothécaire qui a pratiquement doublé. Tu veux être en mesure de couvrir idéalement avec les loyers. Donc, est-ce qu'il y a des locataires que je peux retourner voir pour augmenter leur loyer afin de couvrir cette dépense? Ou bien, est-ce qu'il y a des dépenses que je peux réduire? L'un des choix qu'on a fait, on a été amené à faire quand même des travaux assez importants dans ce bâtiment-là. Donc, on a décidé de repasser tout ce qui est énergie à la charge des locataires. Ils ont leur propre compteur électrique, ils payent leur propre énergie parce que ça ne tentait pas d'avoir ce coût sur nous. On est dans un contexte de crise économique, de crise de l'énergie finalement, avec les Saoudiens qui pensent peut-être maintenant à passer dans la monnaie chinoise et arrêter le système des pétrodollars. La Russie qui a fermé le robinet à l'Europe. L'Europe qui se plaint que les États-Unis leur vendent l'énergie trop chère. Quand tu combines tous ces éléments-là, on est clairement dans ce qu'on appelle une crise de l'énergie. Et une crise de l'énergie, ce que ça fait, c'est que l'énergie coûte plus cher. Et ça ne me tente pas de payer pour mes locataires. Surtout que, par expérience, quand un locataire ne paye pas l'électricité, ce qu'il fait, c'est qu'il chauffe l'extérieur. Moi, j'ai déjà vu en plein hiver, le chauffage était à fond dans le logement, mais la fenêtre était ouverte. Pourquoi? Parce qu'il voulait que son logement soit un peu frais, mais chaud à la fois. Forcément, il ne paye pas la facture, donc il s'en fout. Donc moi, autant il y a une époque, j'étais très pour logement tout inclus. Maintenant, je suis logement rien inclus, ou logement plutôt, tu payes toi-même ta facture. Et donc, c'est ça. Donc là, on s'est retrouvé. Tu vois comment tu peux augmenter les revenus, tu vois comment tu peux baisser les dépenses, mais aussi tu commences à faire des provisions. Tu fais des provisions pour pouvoir justement encaisser cette hausse-là. Et un des éléments justement que je vais te partager dans cette vidéo-là, c'est de te dire que si ces situations arrivent, que ce soit par exemple sur un investissement, est-ce que tu es en mesure d'aller voir tes investisseurs ou les gens avec qui tu investis, toi inclus, en disant on va se mettre un petit argent de côté pour pouvoir pallier à ce genre de situation. On va aller chercher une marge de crédit pour être sûr que si jamais il y a des dépenses, en attendant qu'on puisse provisionner le compte, qu'elle puisse être prise sur la marge de crédit. Finalement, du financement créatif. C'est quelque chose que je maîtrise énormément avec mes équipes. J'ai été amené à le faire moi-même, mais aussi pour mes clients. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description pour t'inscrire à un événement dans lequel je t'expliquerai un peu comment faire pour aller récupérer certaines sommes auprès des institutions bancaires, que ce soit à titre personnel ou à titre entreprise. Mais le message, c'est le suivant. Tu dois provisionner, tu dois mettre de l'argent de côté, tu dois faire tes calculs et être conscient de ce qui va arriver. Mais ultimement, dis-toi que si tu arrives à passer à travers cette tempête avec ces taux aussi élevés, parce qu'ils vont baisser un jour, bah alors quand les taux vont baisser, tu vas être mort de rire. Ce bâtiment-là, si j'arrive à payer toutes mes dépenses avec, ce qui est le cas avec mon cash flow, tu imagines quand les taux vont baisser à 3-4%, comment est-ce que je vais être mort de rire en termes de cash flow, tellement je vais en avoir. Donc, il y a deux façons d'approcher les choses, c'est toute une question de contexte. Est-ce que tu le regardes sous l'angle en te disant « Oh my God !» Tout va se péter la gueule. Ou bien tu prends un peu de recul en disant « Ok, c'est une situation qui est effectivement délicate. » Une situation où est-ce qu'un taux de 8%, c'est quand même très élevé. C'est pratiquement du prêt privé. En gros, la banque me fait du prêt privé. C'est où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais l'autre façon de se regarder ça et de se dire, ok, quelle stratégie je peux mettre en place pour réussir à passer à travers? Parce qu'une fois que je serai passé à travers, c'est ce qu'on appelle le soleil après la tempête, right? Le beau temps après la tempête. Là, tu vas pouvoir capitaliser là-dessus. Voilà, ça fait le tour de ce que je vais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, mets un gros thumbs up, partage-la et je t'invite à pour une prochaine vidéo. Salut!